Alors, je suis avec Hervé Pillot au Salon d'Agriculture. Bonjour Hervé. Bonjour Yann. Et aujourd'hui, on te voit en ta qualité de cofondateur de la Ferme Digitale. C'est ça, oui. On a créé l'association des fermes digitales, c'était en 2016, pour 4 startups au départ, pour prendre un stand ensemble au Salon de l'Agriculture. À l'époque, on avait 40 mètres carrés dans le bâtiment 4, à côté de la FLSEA, un grand stand. J'étais très heureux d'être à côté d'eux, j'étais toujours heureux d'être à côté d'eux. Et maintenant, c'est la FLSEA qui a 200 mètres carrés, à côté des 800 mètres carrés de la ferme digitale. Ah, oui, ça c'est quand même un exploit. D'ailleurs, j'ai vu le stand, d'ailleurs on montrera les photos dans l'article. C'est assez extraordinaire. Oui, c'est une belle progression parce qu'on est passé de 4 fondateurs à 130 membres maintenant. Il y a 80 startups, il y a des plus gros groupes, puis il y a des sponsors qui sont là. Donc ça représente 4000 emplois, ça représente 1,5 milliard de levée de fonds c'est quelque chose qui est devenu incontournable au Salon de l'Agriculture. Alors en ce moment, les levées de fonds, c'est pas trop la tasse de thé, j'ai cru comprendre. C'est un peu compliqué, non? Alors c'est compliqué, mais en fait, l'agritech qui n'était pas dans les plus favorisés a moins vécu la crise de financement que d'autres secteurs ont pu vivre. Oui, parce que c'est plus concret que certains trucs qui sont un peu virtuels, quoi. Non, c'est qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin, mais le modèle de financement des startups de l'agritech n'est pas encore totalement défini, parce qu'on a du numérique pur, je vais dire, de services aux agriculteurs. On a aussi beaucoup de numérique lié aux biotech, et notamment pour créer des nouvelles variétés, pour créer des bioproduits qui remplaceront les pesticides. Et là, on est dans un rythme qui est celui de la nature, qui est un rythme manuel, donc le retour sur investissement est beaucoup plus lent que dans notre secteur. Et là, il faut trouver un modèle qui n'est pas totalement défini encore. Alors, suppression des insecticides, j'avais cru comprendre qu'on nous les avait remis, là. C'est pas si simple. Un des drames de ce qu'on a actuellement, mais c'est pas vrai que pour l'agriculture, c'est le manichéisme. On veut donner une vision simple de choses qui sont complexes et on ne retient que ce qu'on veut. Non, c'est pas si simple que ça. Et on a besoin de garder les insecticides, évidemment, parce qu'autrement, on ne va pas pouvoir avoir de fruits ou avoir de légumes parce qu'ils seront détruits. Par contre, il faut tout de suite travailler, avoir des produits de substitution qui les remplaceront. Et ça, le travail est déjà parti. Mais à l'époque où on vit, on voudrait qu'entre le moment où on fait l'injonction et le résultat, ça soit l'espace de quelques semaines. C'est pas possible. Bon, ce rappel à l'ordre nous va très bien, Hervé. Donc, revenons à des choses concrètes. Je me souviens, une des premières startups que tu nous as montrées, c'était une petite startup qui s'appelle Mimosa. Et je crois que ça a bien grossi, ça, depuis. Alors, c'était un des 4 fondateurs, Mimosa, qui faisait du crowdfunding pour financer une partie d'installation d'agriculteurs. J'ai une partie parce qu'on ne pouvait pas financer cette installation-là. Ils en font toujours, mais c'est plus véritablement le cœur de leur activité. Ils sont dans des financements beaucoup plus conséquents des exploitations agricoles et ils ont un avantage concurrentiel, je pense, sur les systèmes bancaires plus établis, c'est qu'ils sont très actifs, très agiles et c'est effectivement devenu une belle entreprise. Oui, parce qu'en ce moment, les petites exploitations, ça souffre un peu, non? Alors, je pense pas que ça soit si schématique que ça. On a des petites exploitations qui souffrent, effectivement. On a des grosses qui souffrent. Alors on dit de la même façon, les céréaliers sont riches, les éleveurs sont pauvres. Moi, je connais des éleveurs qui gagnent bien leur vie, d'autres qui ne la gagnent pas. Et je connais aussi des céréaliers qui ne la gagnent pas. Il y a un écart de revenus en agriculture qui est considérable. C'est un rapport de 1 à 20, je pense, actuellement. Mais c'est transversal de toutes les productions, malheureusement, j'allais dire. Mais hier, il y avait un article dans Le Monde de Bertrand Hervieux, que tu dois connaître, qui est l'ancien patron de l'INRA, et qui disait qu'on allait s'orienter vers un modèle d'agriculture de firme. Je reprends ces termes. Hein. Et tu en penses quoi, toi? C'est caricatural aussi, ça? Alors, je ne me permettrai pas de dire que ce qu'a écrit Bertrand est caricatural, parce que effectivement, le modèle d'exploitation agricole est en train de changer. Mais je pense qu'il va surtout être beaucoup plus diversifié. Il n'y aura pas un modèle, il y a déjà plusieurs modèles et je pense qu'on va en avoir encore plus de modèles. Il y aura celui-là, pas trop en France, parce que je vois mal des exploitations telles qu'on les a au Brésil, en Ukraine, ou des choses comme ça, chez nous. Ce n'est pas dans nos modèles, je ne pense pas qu'on aura ça, ou en toute petite partie de cette production, ça restera anecdotique. Mais par contre, les modèles tels qu'on les avait de faire 20 milliards, je pense effectivement qu'ils sont derrière nous, pour une simple raison, c'est que
Un couple sur une ferme, ben, c'est 360 jours par an, sans vacances, sans rien du tout. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veut ça maintenant. Donc, des modèles plus sociétaux, avec des sociétés où on va retrouver 3, 4, 5 associés, sous forme de GAEC, sous forme d'autres types de sociétés, permet de libérer du temps pour les entrepreneurs qui entreprennent de cette façon-là. Donc c'est plutôt un message encourageant, il n'y a pas une situation toute noire, c'est quelque chose qui est plus nuancé. Et bien sûr que c'est plus nuancé. Tout n'est pas rose, tout ne va pas bien. Est-ce que les choses vont plus mal que dans d'autres secteurs? On peut s'interroger à certains moments, parce que les autres secteurs d'activité, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié, c'est pas toujours rose non plus. Là, il faut le comprendre. Un des risques importants, de façon globale, qu'il y a pour l'agriculture, c'est qu'on va devoir remplacer un tiers des exploitants agricoles là, dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et là, il y a un véritable enjeu. On va en perdre, c'est sûr. Par contre, je ne pense pas qu'on perdra d'emploi. Donc c'est là que des nouveaux modèles de société vont arriver, mais ça ne sera pas calqué sur un modèle industriel tel qu'on connaît l'industrie maintenant. Mais il faut savoir que l'industrie elle-même est en train de muter. Oui. Alors donc justement, dans ce paysage qui est en train de muter, comme tu viens de le décrire, les startups ont un rôle à jouer pour faire évoluer le métier en fait. Oui, parce que alors dans les startups, comme dans d'autres secteurs d'activité, dans l'agritech, il y a ceux qui vont réussir, il y a ceux qui vont moins réussir et ceux qui vont se planter. Mais tout le monde dit qu'il faut changer le modèle agricole, ok? Il y a ceux qui le disent, il y a ceux qui le font. Les startups font partie de c'est pas les seuls, mais font partie de ceux qui sont dans l'action, qui prennent des risques. Et c'est un modèle entrepreneurial qui est vertueux, parce qu'on ne va pas attendre d'autres de nous décrire ce qu'il faudra faire et de le faire sous protection de l'État. On a besoin de protection de l'État, là comme ailleurs, mais c'est surtout les entrepreneurs qui feront l'agriculture de demain. Alors, tu nous as donné déjà un exemple concret avec les pesticides et les choses qui vont remplacer, d'ailleurs on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous donner des exemples qui nous donnent espoir de changements positifs? Alors, on commence par exemple à voir des mélanges de plantes. On sait que mélanger des plantes peut permettre d'avoir un effet. Par exemple, si on met une légumineuse qui capte l'azote avec une céréale, on a besoin de mettre pas ou peu d'azote pour la céréale. Par contre, après, quand on récolte, eh bien, on va récolter à la fois dans le même sac du blé et des févroles, par exemple. Il faut les trier. Jusqu'ici, c'est des choses qu'on savait difficilement faire. Maintenant, on commence à pouvoir le faire. Et là, on rentre dans quelque chose qui est dans toute la supply chain de l'aval de l'agriculture. Il va falloir changer beaucoup de process aussi. Oui. Donc, ce n'est pas uniquement l'agriculture qui doit évoluer, c'est toute la chaîne de valeur qui doit évoluer avec elle. C'est pour ça que ça demande du temps. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'y mettre tout de suite. D'ailleurs, on y est dans l'action, mais il ne faut pas espérer le résultat aussi vite qu'on pourrait l'espérer. Et alors, quand on parle de start-up aussi dans ce domaine agritech, en fait, c'est pas seulement des start-up au sens réalité virtuelle du terme, quoi. On est aussi dans la biologie et dans la biotechnique. Alors, il y a aussi la VR, parce que de plus, on va avoir demain, avec les outils qu'on a maintenant, des jumeaux numériques des exploitations, qui seront très intéressants parce que ça va nous permettre de faire du prévisionnel, de faire de la modélisation qu'on n'a jamais trop fait dans l'agriculture. Mais évidemment, ce n'est pas que ça. C'est aussi les biotech, c'est aussi des nouvelles variétés ou des nouvelles espèces qu'on sélectionne. Et là, l'apport du numérique nous permet de connaître, de comprendre les vivants et d'aller plus vite à le travailler. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire où on va dans les 3-4 ans sur la ferme digitale, bien entendu? Alors, où on va, c'est compliqué à dire. Hein. Je pense que la partie numérique pure de service aux agriculteurs va évoluer avec l'évolution de l'IA, qui avance à un pas considérable, notamment l'IA générative. On a fait un hackathon ici au Salon d'agriculture lundi et mardi, qui a donné des résultats assez sympathiques. Mais on a un embryon de ce qui peut se faire. On a voulu le faire avec Mistral, parce que Mistral est français. C'était de montrer qu'on peut faire quelque chose avec une start-up développée chez nous. Et ça va changer un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a des choses qui ont été prévues sans, qui vont se planter, et il y en a même qui seront prévues avec ça, qui se planteront. Mais je pense que ça va être un changement de cap assez considérable. L'autre changement de cap, ça va être le développement des biotech accompagné par de la deep tech et notamment par le numérique dans la deep tech.
Alors, une petite dernière question pour la route. J'ai vu qu'il y avait le président de l'AgriParisTech qui était là sur la scène de la ferme digitale. Alors, comment tu travailles avec ces écoles d'agronomie? Alors, les deux premières écoles qui sont venues dans la ferme digitale, c'était les Adangers et le groupe Établière. Il y en a un, je préside, et l'autre avec qui je travaille, donc c'était un peu plus facile. Nous a rejoint AgriParisTech, nous a rejoint Unilassal-Beauvais. On a signé ici au salon avec l'Institut Agro. L'objectif, c'est d'avoir toutes les familles de formation, ou toutes celles qui voudront venir avec nous, parce que c'est un point essentiel. On ne peut pas dissocier formation, recherche et entrepreneuriat. C'est un ensemble et on essaye d'avoir l'ensemble dans les... Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin d'aller les chercher, mais non, c'est eux qui viennent à nous. Bon, ben voilà, tout ça, ça nous met un petit peu de baume au cœur. Et finalement, faut garder l'espoir pour l'agriculture, alors. On n'a pas de choix que garder l'espoir. Il faut manger 2-3 fois par jour, donc il faudra nourrir les gens. Donc il n'y a pas le choix que d'avoir l'espoir. Eh bien, bon appétit. Merci, Hervé. Merci à toi, Yann.